Bon, ben, salut tout le monde. Ici Yann sur AOS Geeks. Je suis avec Vincent et Alex. Salut les gars. Salut. Donc, on est ensemble pour faire un retour sur le tournoi le Grand Clash deuxième édition, organisé par Alex, puis aussi Marc-André Dalpé qui est pas avec nous aujourd'hui. Donc, c'était un tournoi qui a eu lieu en fin de semaine dernière, les 8 et 9 août, dans lequel il y avait quand même 50 joueurs, en fait 49 joueurs et une joueuse qui ont participé. C'était un tournoi sur 2 jours, donc de 6 parties. Alors, on va vous expliquer un peu comment le tournoi fonctionnait avec un système de points qui est original. On va vous parler aussi des différentes armées, de qui a gagné quel prix, comment les prix étaient répartis. On va aussi, Vincent et moi, partager un peu notre impression du tournoi parce qu'on a participé en tant que joueur, alors qu'Alex, lui, était organisateur et supervisait tout ça. Et on va aussi discuter du méta parce que c'était un des premiers gros tournois là, depuis la fin du confinement à travers le monde, en fait. Donc, ça nous a permis de voir à l'œuvre un peu le nouveau Battle Tome des Séraphons, le nouveau Battle Tome des Caradrons notamment. Donc, on va discuter des impacts de cela sur le méta. Alors, sans plus tarder, Alex, tu pourrais peut-être commencer par nous expliquer un peu le fonctionnement du tournoi et comment le système de scoring était fait. Oui, exact. Ben, merci beaucoup, Yann et Vincent. En fait, avant de commencer, juste remercier, profiter du airtime pour remercier en fait là, beaucoup de gens qui ont participé de près ou de loin au tournoi. J'ai commencé par les commanditaires, en fait, le Gamerspot à Trois-Rivières, qui ont vraiment été très généreux sur les prix, sur leur présence aussi. Donc, merci beaucoup à Patrice Pinchot et tout le monde. Remercier aussi la boutique Hellfire, Max Dubois, qui ont également contribué au prize pool, entre autres en fournissant le prix Hellfire remis pour la meilleure présentation, mais qui ont aussi une petite surprise de dernière minute, en fait, qui ont pu streamer les parties sur la table 1 du dimanche. Donc, c'est un test, c'est vraiment intéressant, puis les gens ont participé. Donc, vraiment super gentil aussi. Oui, excuse-moi, Yann. Oui, ben, si tu permets, en fait, Oui. d'ailleurs, Vincent, la première partie dimanche matin, Vincent a eu l'occasion d'être un des 2 joueurs qui était diffusé en streaming. La boutique Hellfire ont mis ces parties-là sur leur chaîne YouTube, donc je vais mettre un lien, en fait, qui va apparaître quelque part comme ici, ou je ne sais pas où je vais être situé en nous trois, là, mais normalement, dans le coin supérieur droit de l'écran, vous allez pouvoir aller vous rendre sur je vais mettre le lien là, que vous puissiez voir la partie de Vincent en live. Puis, en commençant, j'ai oublié de préciser là, que le tournoi avait lieu à Trois-Rivières, au Québec. Oui. La majorité de notre auditoire sur la chaîne est français. Voilà, c'était un tournoi qui avait lieu au Québec, évidemment. Ouais, Trois-Rivières, dans le fond, peut-être pour ceux qui ne sont pas du Québec, là, c'est vraiment situé en plein milieu des deux plus grandes villes, en fait, du Québec, Montréal et Québec. Donc, c'est vraiment un spot parfait parce que, justement, on peut aller regrouper des joueurs de ces deux grandes régions, de un petit peu partout aussi au niveau du Québec. Donc, vous autres à Sherbrooke, entre autres aussi. Là. Fait que c'est vraiment une région, à peu près tout est à 1 heure et demie, 2 heures de Trois-Rivières, donc de par les plus grandes villes du Québec, ce qui rend ça intéressant. Et aussi, comme troisième commanditaire, ici MP, qui ont produit du décor 3D. Donc, chaque joueur a reçu un petit quelque chose dans le swag bag qu'on appelle de ces 3 commanditaires-là. Donc, ça, c'est super apprécié. Merci aussi beaucoup à tous les joueurs qui ont fourni tables et décors, dont vous, entre autres. C'est super intéressant, super apprécié là, pour avoir un événement d'envergure. Pour ce qui est du tournoi en tant que tel, comme tu l'as mentionné, Yann, en fait, on a un système de scoring qui peut être un peu différent de ce qu'on voit normalement dans les gros tournois, en fait. La raison est simple, en fait, c'est que je veux, quelque part, récompenser un peu tous les aspects du hobby. Donc, c'est pas juste gagner les batailles, mais c'est aussi la peinture, c'est aussi l'effort de conversion, l'aspect hobby de la chose, mais aussi le sportsmanship. Donc, est-ce qu'on est un... Oui, l'esprit sportif, tout à fait. Donc, est-ce qu'on est un adversaire qui est agréable à affronter? Donc, ça, pour moi, c'est quelque chose qui est absolument vital, donc, de vraiment mettre tout ça, englober tout ça. Donc, de cette façon, il y avait essentiellement 3 catégories qu'on pouvait gagner des points, soit les points de bataille, qui étaient purement les points de victoire du scénario. Et j'ouvre une parenthèse déjà, en fait, le système de scoring est aussi unique. La plupart des gros tournois vont avoir des scores beaucoup plus noirs et blancs, en fait. C'est-à-dire qu'une victoire, qu'elle soit par 1 point ou versus par 30 points, vous donne le même nombre de points, alors que ce n'est pas le cas chez moi. Moi, j'ai créé un système de gradation. Donc, il y avait
une partie était marquée sur 20 points. 12 points étaient dédiés à l'objectif primaire, qui était le scénario joué. Donc, dans notre cas, on a joué Total Commitment, on a joué Battle for the Pass, on a joué Focal Points, on a joué Star Strike, Better Part of Valor et The Blade's Edge, un nouveau scénario du nouveau General's Handbook. Donc, chaque partie était sur 20 points, donc 12 points était le différentiel des points. Donc, une partie, par exemple, qui se terminait par 1 point de différence entre les deux joueurs donnait un 7-5. 7 points pour le joueur qui avait plus de points et 5 pour celui qui avait moins de points. Et plus l'écart se creusait, plus le différentiel était élevé jusqu'à un 12-0 potentiel si on gagnait par 14 points et plus dans la plupart des scénarios. Donc ça, c'est pour le primaire. Pour le secondaire, pour 4 points, c'était le différentiel des points tués. Donc, si on avait un différentiel de 200 points et moins, c'était un nul, dans le fond, 2-2. Entre 201 et 1200 points de différence, le joueur qui avait tué le plus, 3, et l'autre 1. Et si la différentielle était plus de 1201 points, c'était un 4-0 pour le joueur qui avait éliminé l'armée adverse. Et finalement, 4 points étaient dédiés. J'ai pris un peu le système des objectifs auxiliaires du nouveau General's Handbook et je l'ai adapté un peu à ce système-là, c'est-à-dire que à chaque scénario, les deux joueurs avaient les mêmes 2 objectifs auxiliaires et si c'était partout, chaque scénario, c'était le royaume était décidé et les auxiliaires étaient décidés. Chaque auxiliaire qu'on réussissait nous donnait un point et chaque auxiliaire qu'on empêchait l'adversaire de faire vous donnait également un point, donc pour un différentiel de 0,4 à 4,0 selon ce que vous aviez accompli. Donc ça, à chaque bataille, on cumulait ça et ça donne le score de bataille. Et celui qui avait le plus de points de bataille a été récompensé avec le prix du meilleur général. On avait une grille d'évaluation au niveau de la peinture pour l'aspect hobby qui était sur 42 points et c'était une grille à cocher. Donc, et c'était un juge de peinture, Danick Mayotte, que je salue aussi, que je remercie, Danick, qui s'est déplacé dimanche pour évaluer ça. Danick, c'est quand même une personne qui a beaucoup de crédibilité au niveau du hobby chez nous. Trois-Rivières, c'est pas une grosse ville, mais on est chanceux d'avoir une personne qui a été primée à, je pense, c'est 4 ou 5 reprises au niveau d'Adepticon, avec des prix de peinture assez incroyables. Donc, on est chanceux de l'avoir parmi nous. Et donc, Danick se promenait, évaluait les armées, et c'était le score hobby que vous aviez. Une armée qui n'avait ne serait-ce qu'un seul modèle non peint avait automatiquement un 0 dans ce score-là. Et comme on va le voir plus tard, un 0 dans la peinture vous enlève pratiquement toute chance de prix, à l'exception de sportsmanship, donc l'esprit sportif, également du meilleur général pour les points de bataille brut. Et finalement, on avait le score donc, de sportsmanship, d'esprit sportif. Chaque adversaire gradait ou mesurait, en fait, évaluait son adversaire sur une échelle de 1 à 5. 1 étant une partie complètement désagréable. À penser, par exemple, à Pierre-Luc Héroux. C'est l'exemple qui revient souvent en tête. Et aller jusqu'à 5, qui était vraiment une partie hors de l'ordinaire, super agréable. Et donc, un maximum de 30 points pour les 6 parties. Et à la fin du tournoi, chaque joueur était appelé à voter pour son adversaire préféré et chaque vote conférait à son adversaire un 3 points bonus pour l'esprit sportif. Donc, il y avait un prix pour l'esprit sportif, le plus haut score. Il y avait un prix pour le meilleur hobby. Il y avait également un prix pour le meilleur général, les meilleurs points de bataille. Et tout ça ensemble donnait le grand gagnant du Grand Clash, le meilleur overall. Donc, toute catégorie, les 3 ensemble cumulés, donnait le meilleur joueur. C'est vraiment un système intéressant parce que ça récompense les différents aspects du jeu. Non seulement d'être capable de gagner des batailles, mais aussi d'arriver avec une armée qui est belle. L'esthétisme, c'est un facteur vraiment important pour lequel les gens jouent à AOS. Il y a beaucoup de gens qui ont même plus de plaisir à peindre puis à modifier leur modèle puis tout ça qu'à jouer. J'ai des amis autour de moi, notamment Tony, que vous avez vu plusieurs de ces modèles là, peints sur la chaîne. Lui, il a beaucoup plus de plaisir à peindre qu'à jouer. Donc, ça récompense aussi ces joueurs-là. Et aussi, évidemment, on va dans un tournoi d'abord et avant tout pour rencontrer des nouvelles personnes, affronter des nouveaux adversaires, avoir du plaisir. Et donc, le fait d'être un adversaire agréable qui contribue à rendre la partie agréable est aussi récompensé. Donc, vraiment, je trouve que ton système de scoring fait en sorte que le grand gagnant du tournoi est
est vraiment la personne qui a excellé dans les 3 grandes dimensions du hobby. Donc, c'est vraiment une belle originalité de ce côté-là. Ça ne fait pas l'unanimité. Il y a des gens, surtout au niveau du scoring des batailles, il y a beaucoup de gens qui sont plus adeptes un peu d'un système traditionnel de ben, je gagne ne serait-ce que par 1 point ou par 300, ben, je vais avoir tous les points, puis je comprends ça, puis je respecte ça. Mais moi, mon but, en fait, quand j'ai fait ce système-là, tu l'as mentionné, au niveau de l'overall, si on veut, c'est récompenser différentes facettes du jeu, mais aussi récompenser, puis dans une partie où est-ce que la partie peut être très rapidement gagnée. Exemple, une partie comme Three Places of Power, que c'est uniquement les héros qui peuvent scorer. Un joueur Caradron est très capable de prendre le premier tour, mettre un héros sur un objectif, dégommer tous les héros adverses, et la partie est terminée. Alors que dans un système où est-ce que tu as une gradation, on dit OK, ben, je suis très mal parti, mais je vais essayer d'aller chercher le maximum de points pour transformer une défaite en une défaite mineure et donc me garder dans la course pour n'importe quel prix, en fait, que je peux aller chercher. Ça fait plusieurs quand même tournois qu'on fait avec ton système, puis je trouve vraiment que ça ajoute une profondeur au jeu. Je ne sais pas, Vincent, si tu es d'accord, mais je trouve que ça ajoute une profondeur tactique au jeu. À ce moment-là, on est obligé de vraiment jouer la partie sur les 4 ou 5 tours qu'on va avoir le temps de jouer dans les 2h30, parce qu'on peut toujours aller chercher, à moins de s'être fait complètement détruire, là, on peut toujours aller chercher des points, aller chercher un objectif auxiliaire, etc. Donc, c'est vraiment bien de ce côté-là. Là. Ben, moi, ce que j'aime, c'est aussi l'aspect psychologique pour le joueur, comme tu l'as mentionné, Alex, quand une partie commence mal. Et là, tu le sais que ça va être une défaite. Tu peux quand même aller travailler, dire, ben, je vais aller chercher au moins 1 ou 2 points d'objectif de plus, peut-être aller chercher 1 ou 2 kill points ou limiter les kill points de l'adversaire. Puis finalement, ben, au lieu d'être un 20-0, tu vas peut-être faire un 15-5 peut-être. Fait que tu perds, mais tu vas aller chercher quelques points. Tu dis, ça me déclasse pas complètement. Prochaine partie va peut-être bien aller. Fait que chaque round de chaque partie demeure intéressante, demeure avec une certaine importance. Alors que dans un système où c'est 20-0, finalement, tu perds ou tu gagnes, ben, des fois, tu le sais à partir du tour 1 ou 2 que c'est terminé, que tu vas perdre, puis tu ne feras aucun point pendant la partie. Donc ça, j'aime ça. Comme joueur, c'est intéressant. Ça fait que tu joues les 2h30 en essayant de chercher à chaque fois un petit peu plus de points ou empêcher ton adversaire de faire un petit point de plus, parce que tu sais qu'au final, ça va faire une différence sur le classement. Exact. Puis les gars, si vous voulez, je sais qu'il y a plusieurs personnes justement qui sont pas, qui écoutent, qui sont pas du pays ici. Là, si vous voulez, vous avez le Player Pack, dans le fond, le guide du joueur qui est sur la page Facebook du tournoi. Si vous voulez la mettre sur votre page Facebook à vous aussi, pour ceux qui seraient intéressés de lire un peu comment ça fonctionne, vous avez absolument cette permission-là. Là. Ça peut intéresser des gens qui veulent faire des événements chez eux. Là. Ça vous donne un petit guide de départ peut-être. Si vous aimez cette mentalité-là de jouer, ben ça peut être un point de départ intéressant pour vous. Ben, c'est bien généreux de ta part, Alex, de partager le fruit de ton travail. Donc, on va certainement partager ça sur notre page Facebook, là, AOS Geeks. Excellent. Donc, ça, c'était pour la présentation du système de scoring. Tu as parlé un petit peu des prix. On passerait peut-être à présenter là, les différents prix, les gagnants, puis le type de liste qu'ils jouaient. Oui, tout à fait. En fait, on avait 8 prix, ce que j'appelle des prix d'excellence. Donc, ils récompensent le meilleur joueur ou joueuse dans une des différentes catégories. Les 8 catégories. En fait, un joueur ou joueuse ne pouvait pas remporter plus d'un prix d'excellence. Donc, si cette personne-là était en liste pour plus d'un, ben, on lui donnait le plus haut prix dans notre liste et le deuxième prix était remis à la deuxième personne dans cette catégorie-là. C'est arrivé, entre autres, dans certains prix, dans ben, je vais dire les prix, en fait, puis je vais y revenir un petit peu plus tard. Là. Donc, il y avait 4 prix, tout d'abord, au meilleur joueur de chaque grande alliance. Et ça incluait le meilleur joueur au niveau overall. Donc, ça incluait l'esprit sportif, la peinture, ainsi que les points de bataille. Donc, le meilleur joueur de chacune des 4 grandes alliances se méritait un prix. C'est quand même, les prix, c'est intéressant. J'avais fait des petits trophées en boc à bière avec l'inscription du Grand Clash. Donc, on avait un start collecting de cette grande alliance-là. On avait un warband du jeu Warhammer Underworlds de cette même alliance-là. On avait également des dés de la boutique Hellfire. Donc, c'est quand même une bonne valeur en prix aussi. Puis, c'est intéressant d'avoir une petite diversité aussi. Donc, chacun de ces 4-là. On avait également le prix du meilleur score d'esprit sportif. C'était un tapis de jeu en néoprène.
un set d'objectifs transparents, de tapis transparents pour qui ont 6 pouces de rayon. Donc, pour la plupart des scénarios qui ont un 6 pouces de rayon pour le contrôle. Également, un set 2D de la boutique Hellfire. On avait également un prix qui était le prix Hellfire, donc qui était remis, commandité par la boutique Hellfire, à la meilleure présentation, donc l'aspect hobby, qui était, je crois, c'était un set de Dollars of Kane, un Start Collecting, 2 boîtes d'unités Dollars of Kane, un set 2D de la boutique Hellfire, plus le boc à bière, chaque prix avait ça. Donc, on parle quand même de plusieurs, de plus de 1000 $ de prix qui ont été distribués. Oh, oui. Oui, exactement. C'est super, ça. On est dans le 1500, en fait. Là. Si j'inclus en plus le prix de fabrication pour les trophées, on dépasse le 1500 facilement. Et on avait donc le meilleur général, qui lui avait, dans le fond, il y avait 2 prix pour Overall Général. Il y avait une boîte d'édition limitée des luminettes. Il y avait également une boîte War qui était Caradron et Zinch, la boîte de départ. Et il y avait également ICMP qui ont donné un ensemble de décors imprimés 3D pour le Best Overall. Donc, le Best Overall choisissait l'une des 2 boîtes et le général avait la deuxième boîte à ce niveau-là. Donc, pour faire un petit retour, pour quand même saluer les personnes qui ont remporté les prix, je pense que c'est important de le faire. Donc, au niveau du meilleur esprit sportif, et là, je porte ce T-shirt-là en son honneur, puisqu'ils m'ont fait membre honoraire de leur groupe, les Cobras Pourpres, hommage au film Dodgeball, Ballon chasseur avec Ben Stiller. Donc, Jean-Christophe Deblois, que d'ailleurs, Vincent a eu la chance d'affronter sur la table 1 dimanche, donc la première partie qui a été streamée. Donc, Jean-Christophe jouait une armée de Séraphon. Axé, je pense, sur beaucoup de Saurus, si je ne me trompe pas, Vincent, là, je ne m'en souviens pas exactement, là, mais avec Croag, des Saurus, mais je pense que c'était un petit peu ça, je me rappelle bien. Oui, il y avait 2 gros blocs de Saurus, il les boostait avec toutes les habiletés possibles, puis ça cognait très très fort. Fait que ça a été une partie super amusante. C'est pas pour rien qu'il a gagné Best Sportsmanship. J'ai perdu un jet de dé crucial contre lui, puis je pense que j'étais content de l'avoir perdu tellement il était enthousiaste du fait d'avoir gagné le jet de dé, tellement c'est contagieux à quel point il aime jouer. Puis ça a été vraiment une belle ambiance, ça a été une belle partie. Ouais, Jean-Christophe, c'est un plieux, dans le fond, a eu 41 points en sportsmanship. Donc, si on considère que le maximum de points qu'on peut avoir avec les 5 parties, c'est 30, il n'y a pas eu 30 parce que ça ne marche pas. Donc, il y a eu au moins 4 votes sur 6 d'adversaires favoris. Donc, je pense que c'est assez unanime comme prix remporté à ce niveau-là. Là. Donc, Jean-Christophe, félicitations. JC, bravo. Après ça, on a eu le prix Hellfire. Donc, le prix remis à la meilleure présentation. Donc, encore une fois, merci beaucoup à Max Dubois, Boutique Hellfire, pour le prix pour la commandite. Donc, et ça a été peut-être le gros casse-tête et ça a porté à des réflexions après le tournoi, parce qu'il y avait beaucoup de belles armées. Je pense qu'au niveau, surtout de la présentation, au niveau des plateaux de présentation, Yann, tu as fait une très belle job aussi avec ton showcase sur les armées. On a pu voir à quel point il y avait une belle diversité et une belle qualité, en fait. Oui, je mettrai le lien là, pour ceux et celles qui n'ont pas vu notre petit montage vidéo des plus belles armées du tournoi. Je vais mettre le petit lien là, qui devrait apparaître à l'écran au moment où je parle. Là. Donc, ce prix-là était vraiment... Il y a eu 5... Dans le fond, Danick marquait les différentes armées, évaluait. On a pris les 5 meilleurs et avec 5 personnes, on a fait un petit peu... parce que c'était vraiment serré au sommet. Il y avait 2 armées qui se distinguaient, les 2 armées d'honnêtes, et pour des raisons chacune très différentes. Donc, je vais quand même saluer les 2. Donc, Jonathan Loquet, Vanessa Cotino, les 2 qui ont été en liste pour ce prix-là. Et ça a tellement été serré, ça a pris 1 heure de délibération entre moi-même, Marc-André, les juges de peinture. J'ai même dû faire appel à un des joueurs, Guillaume Berger, qui lui est un peintre exceptionnel aussi, pour avoir son avis parce que c'était vraiment nez à nez, mais pour des raisons différentes. Jonathan avait une armée d'idonnettes convertie, mais complètement, avec un thème de crabe. Donc, il jouait avec le Léviadon, qui est la grosse tortue, mais un gros crabe, avec une épave de bateau comme carapace. C'était de toute beauté. Et de l'autre côté, Vanessa, qui, elle, avait une peinture qui était tout simplement exceptionnelle. Des conversions énormes aussi, mais pas aussi
tape à l'œil. Et on a même pensé diviser le prix en deux. Mais on avait un seul trophée, on n'était pas à l'aise de le faire. Mais ce qu'on va faire l'an prochain, suite à cet événement-là, on va diviser le prix en deux pour avoir un prix de peinture et un prix de présentation. Donc, pour récompenser deux aspects différents du hobby, l'an prochain, on va s'adapter un petit peu à ce niveau-là. Et la gagnante... Oui, excuse-moi, Yann, vas-y. D'ailleurs, les deux armées qui étaient en liste, les deux armées Idonet, donc je les ai mises comme les deux premières armées qu'on voit là, dans le vidéo montage des différentes armées. Donc, les gens peuvent rapidement voir la qualité de ces deux armées-là. Là. Exact. Et c'est Vanessa, donc, qui a remporté le prix boutique, le prix Hellfire, donc avec son armée d'Idonet. Parce qu'on avait une grille d'évaluation qui était peut-être un peu biaisée vers la peinture versus l'aspect présentation. Donc, c'est elle qui a eu le plus haut score avec 40 points sur 42. Mais tu vois ça, Alex, moi je trouve que c'est bien que les points favorisent ou surpondèrent la peinture comparativement aux conversions, puis au plateau de présentation, puis à l'histoire de l'armée, tout ça, parce que ultimement, ce qu'on déploie sur la table, ce sont les modèles. Oui. Alors que le plateau de présentation, lui, est seulement utilisé pour montrer son armée. L'histoire qu'on écrit sur notre armée n'a pas d'impact sur la partie. On ne joue pas en jeu narratif, en tournoi. Et puis, il y a aussi qu'il y a certains joueurs qui aiment les sculptes Games Workshop. J'ai parlé à un joueur dont la qualité de peinture était, j'ai bêtement oublié son nom là, en ce moment, mais je parlais avec quelqu'un qui disait, moi, j'ai pas de conversion parce que je l'aime comme ça, mon armée. J'ai pas envie de convertir mes modèles. Puis sa peinture était excellente. Mais donc, je trouve que c'est une bonne idée que tu as de séparer le prix en deux pour dire, il y a un prix de peinture, puis il y a un prix plus large de présentation qui surpondère peut-être la conversion pour que les gens qui veulent bien peindre des modèles Games Workshop puissent avoir quand même accès au prix. C'est vraiment intéressant. Excellent, très belle observation, c'est vrai, mais l'idée, c'est ça, c'est de récompenser le plus de gens possible pour l'effort qu'ils ont mis. Mais donc, c'est effectivement, c'est le but. Donc, après ça, il y a eu les 4 prix de meilleure Grande Alliance. Donc, on a eu la meilleure Grande Alliance Death, donc pour la mort, qui est allé à un gars de Trois-Rivières, Patrick East, qui jouait une armée Night Hunt avec beaucoup de Spirit Host. Une armée très peu conventionnelle, beaucoup moins de modèles qu'une armée Night Hunt pourrait mettre. Mais donc, il a quand même tiré dans le banc de jeu. Il a fini deuxième, en fait, dans Death, mais le premier avait un prix plus important. Donc, il a eu ce prix-là, ce qui a permis à Pat d'avoir le prix Best Death. En chaude lutte avec Vincent Pierre, qui a fini troisième à quelques points. Là, de mémoire, j'ai les scores ici. Là. Je pense qu'il y avait 13 points de différence en tout et partout entre Vincent Pierre et Pat. En termes de points de bataille, on était égal. Il m'a battu sur un petit peu le sportsmanship, puis la peinture aussi. Là, sa peinture était vraiment impressionnante. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, ça, c'est le prix Best Death. Au niveau Best Order, on est quasiment content, en fait, Marc-André et moi, que ça tombe comme ça, parce qu'on trouvait ça un peu dommage que Jonathan Loquet, son armée d'Idonet, reparte les mains vides, mais le meilleur joueur ordre ayant un autre prix, c'est lui qui a remporté le prix du meilleur joueur ordre avec ses Deepkin. Donc, on trouvait ça intéressant, au moins que malgré le fait qu'il ait fini deuxième de façon très crève-cœur au niveau du prix Hellfire, ben c'est lui qui a remporté un prix au niveau du meilleur ordre. Il jouait l'armée Achillean Corps, donc avec des anguilles, la tortue, des requins et Volturnos pour vraiment donner un buff important au niveau du troisième tour pour les attaques de ces unités. D'ailleurs, je pense sur la chaîne Hellfire, la deuxième partie streamée, il joue contre Jocelyn Cloutier et ses Bone Reapers. Donc, ceux qui iront peut-être voir la partie de Vincent contre Jean-Christophe, mais sur la même chaîne, vous avez accès aux deux autres parties. Donc, si vous voulez voir l'armée en action, une superbe armée, ben, vous pouvez la voir aussi à ce niveau-là. Au niveau du meilleur joueur KO, on avait Kevin Lemieux-Gagnon qui jouait une armée de Khorne. Donc, quand même, j'étais un peu surpris de voir le résultat. Mais Kevin est un excellent joueur, un des meilleurs joueurs du Québec. Et donc, Kevin jouait avec Archaon. Il jouait avec, entre autres, un Demon Prince. Il jouait le Gore Pilgrim. Mais très, très peu de modèles sur la table. Très, très centré sur Archaon comme un missile guidé. On le buffe le plus possible. On l'envoie et on le laisse faire du travail. Et visiblement, je pense que ça a quand même fonctionné, que Kevin a fini
ex-aequo en 3e place au niveau de la peinture. Très, très bon peintre, très, très beau travail. A eu un très bon score aussi au niveau du sportsmanship et 74 points de bataille. C'est un bon résultat aussi à ce niveau-là. Et finalement, ben, le dernier gagnant de chaque grande alliance, Res Destruction, ben, c'est votre animateur Yann qui a remporté le prix avec ses Beastlaw Raiders. Et je vais quand même faire un petit spoiler et quand même féliciter Yann, qui était un peu incrédule quand je lui ai annoncé en fait que non seulement il a remporté le prix du meilleur destruction, mais il a fini 2e overall. Donc, a fini à 8 points du grand gagnant, 142 points. Mais Yann, justement, quand on parle d'une performance, parce que tu vas en parler tantôt, j'imagine, mais une fiche très honorable de 4 victoires, 2 défaites, mais aussi a eu un excellent score en sportsmanship, 31 points, un excellent score en peinture aussi avec 31 points. Donc, quand on cumule ça, ben, Yann a terminé quand même 2e. Donc, félicitations, Yann, aussi. Ben, merci. Je ne sais pas quoi dire là-dessus. En fait, je trouve que j'ai été quand même relativement chanceux. Il y a eu une belle compétition. Je me souviens, à la partie 6, Marc-André faisait le tour des 4 tables où on était 4 armées destruction en lice là, pour gagner le prix Best Destruction. Là. Ça s'est vraiment joué sur la dernière partie. Donc, il regardait puis où ça en est, parce que tout le tournoi, en fait, c'était un autre joueur Ogre, c'était Pierre-Louis Sainte-Marie, hein, qui menait sur le plan des points de bataille, en tout cas, avec une liste qui était très, très similaire à la mienne. Puis, c'est vraiment sur la dernière partie là, que lui a subi une défaite. Moi, j'ai eu une victoire où j'ai été capable d'aller chercher, je pense, 16 ou 18 points de victoire. Donc, je pense que c'est là que ça s'est joué. Donc, voilà. Mais bon, puis pour les points de peinture, j'ai pas de mérite. C'est Steve Lamarche puis Tony qui ont peint mon armée d'ogre, deux amis, justement, qui préfèrent beaucoup peindre que jouer. Alors, moi, je préfère jouer que peindre. Alors, on a une bonne relation de ce côté-là. Exact. Je comprends ça. Moi aussi, c'est le même cas. Moi c'est Vanessa qui a remporté le prix Hellfire, qui peinture mes armées d'ailleurs aussi. Donc, je comprends ça. Puis c'est. En même temps, oui, on n'a peut-être pas le mérite, mais on paye aussi. C'est sûr que ça rentre là-dedans. C'est ça. Ça, c'est sûr, oui, c'est ça. Puis, ben voilà, c'est le fun. Puis, je dirais que j'ai été quand même peut-être un peu chanceux. J'ai eu des pairings, donc des adversaires qui jouaient des armées qui étaient peut-être un peu plus favorables pour moi que si je me compare par exemple à Pierre-Louis, où Pierre-Louis lui a frappé, comme il a gagné rapidement ses 2 premières parties, il s'est retrouvé à jouer contre des armées assez difficiles. Je pense qu'il a affronté Lou Bergeron, on n'a pas parlé encore, mais qui a gagné le Best General. Exact. Je pense qu'il a affronté Olivier Gandouet qui a fini 3e. Il a affronté, je pense, Loïc qui a fini 2e. Il a affronté le top 3 sur ces 6 parties. Fait que c'est sûr qu'il ne l'a pas eu facile. Moi, je n'ai pas affronté des gens qui ont fini devant moi au classement, là, finalement. On pourra en parler dans votre parcours, en fait, parce que loin de dire que mon système est parfait, il y a des lacunes et des failles. Et peut-être sans le savoir, tu les as exploitées, mais on pourra en revenir quand vous parlez de votre parcours. Donc, tu l'as un peu mentionné, en fait, les 2 derniers prix qui restaient le meilleur général, c'est uniquement les points de bataille. On est arrivé, dans le fond, à égalité à 89 points avec Lou Bergeron qui joue une armée de Hallowheart, Cities of Sigmar, basée sur plusieurs mages, bien sûr, sur un bel écran de Phoenix Guard, sur quelques longues barbes, sur des arbatriers Dark Elf. Donc, une armée très, très magique, très, très axée là-dessus. Et à égalité avec Loïc Gosselin-Delors, qui lui jouait des Caradrons. Donc, Barak Zilfin avec le Vortex, un seul drop avec le Iron Sky Command. Mais ce que différenciait les deux, lorsque j'avais une égalité, c'était toujours l'overall. Et Loïc étant non peint, Lou a donc remporté le prix du meilleur général pour briser l'égalité avec ça. Ce qui fait que le grand gagnant, donc bataille, esprit sportif et peinture, ça revient à Jocelyn Cloutier. Donc, Joss qui a, encore une fois, un peu comme toi, Yann, qui a vraiment été très solide au niveau peinture. Donc, 33 était à quelques pouces d'être dans le top 5, 31 dans le sport, tout comme toi, et 86 points de bataille. Sa seule défaite est venue à la 6e partie, qui est la 3e partie streamée contre Lou, mais une défaite de 11-9. Donc, lui, cette défaite-là a été capable de ne pas trop lui faire mal et il a remporté les honneurs avec une armée que j'étais vraiment un peu sceptique parce que je la connaissais pas tant que ça,
mais j'ai vraiment regardé beaucoup de ses parties en tant qu'observateur. J'adore comment il la joue et comment la construction de l'armée, je la trouve vraiment intéressante. Il jouait les Bone Reapers. Donc, tout le monde disait, bon, ça y est, les Bone Reapers, c'est mort parce que Pitchfork Elite, c'est mort. Alex, tu permets, Jocelyn, Oui. on va l'avoir sur la chaîne cool. pour discuter comme en tant que grand gagnant du Best Overall pour le tournoi. Donc, on pourra peut-être pas spoiler sa liste d'armée. Il pourra nous en parler de lui-même. Excellent. Ben, je suis bien content. Vous allez voir, c'est un très bel invité, j'en suis persuadé. Donc voilà, c'est ce qui conclut un peu les différents prix. Puis on a également fait, puis c'est juste pour montrer à quel point aussi j'ai aimé l'enthousiasme parce on s'entend que c'est une situation qui est particulière déjà d'avoir un tournoi de 50 joueurs. Ce que j'ai aimé, soit dit en passant, puis peut-être vous en parlerez aussi, là, mais on était supposé à la base faire un tournoi au niveau du mois d'avril. 64 joueurs dans la même salle. Et là, on était 50, mais on était capable de jouer beaucoup plus distancié. Et je pense que c'était intéressant d'avoir de l'espace pour circuler. Le masque était de mise, mais l'hôtel nous autorisait à le retirer lorsqu'on jouait. Un peu le même principe que dans un restaurant, si on veut, au niveau des lois du Québec par rapport à la pandémie. Donc, je pense que ça, c'est un côté qui était peut-être aussi ce qui était vu comme un désagrément, mais finalement, je pense que tout s'est bien passé à ce niveau-là aussi. Donc, voilà, messieurs. Maintenant, je veux vous entendre, vous autres, sur votre parcours. Vincent, à toi l'honneur. Oui, d'abord, je vais faire du pouce un peu sur ce que tu disais sur les lieux physiques. Premièrement, j'ai été vraiment agréablement surpris quand je suis arrivé. Les tables étaient suffisamment espacées. Tu avais toutes des tables de 8 pieds aussi, ce qui fait qu'on joue sur 6 pieds, mais on avait un 2 pieds pour déployer notre armée, nos dés, tout ça, pour éviter d'encombrer la table. Juste ça, c'est bête, mais quand on organise un tournoi, je pense que les lieux physiques sont importants. Quand on se retrouve dans un petit sous-sol de shop où là, tout le monde est tassé, tout ça, ça peut devenir irritant. On a vraiment beaucoup de place. On était confortablement installés. Moi, mon parcours, finalement, j'ai fait 3-3. J'ai commencé avec une 1-2 la première journée, 2-1 la deuxième. C'était mon objectif. Je vais au moins faire la moyenne. J'ai fini, je pense, 25e sur 50. Fait que c'est parfait. J'ai fait vraiment la moyenne. J'ai eu des commentaires. Oui, vas-y, Yann, t'avais un... En fait, à ta défense, je regardais tes pairings, les adversaires que tu as affrontés. Tu ne l'as pas eu facile. Tu as frappé 2 Séraphons, tu as frappé un Fire Slayer, puis un Caradron. Fait que tu as eu comme 4 de tes 6 adversaires étaient top méta. On pourra en reparler, on s'est affrontés aussi. Donc, tu n'as pas eu des affrontements faciles, là. Non, en fait, j'ai trouvé ça intéressant. Justement, ça m'a permis, on le disait, quand on fait du tournoi, un des plaisirs de faire du tournoi, c'est d'affronter des adversaires différents, des listes différentes. Là, comme tu dis, j'ai affronté quelques-unes des listes qui sont top méta à l'heure actuelle. En fait, il faut dire, par exemple, les joueurs que j'ai affrontés n'avaient pas nécessairement la liste optimale. Ils jouaient, par exemple, Séraphon, mais il y avait, par exemple, un build qui était plus basé sur les Saurus, qui n'est pas le build qui gagne les tournois à l'heure actuelle, là. Mais j'ai pu affronter les livres, dans le fond, qui dominent un peu le méta, voir comment ça fonctionne, ces livres-là. Le premier Caradron m'a tué des unités. C'est juste parce que j'avais la chance de pouvoir en ramener. Puis j'en ai ramené tout le long de la partie que je me suis maintenu en partie. Mais j'ai été impressionné par la puissance de feu des Caradrons. J'ai eu la chance d'affronter des listes ou du moins des armées là, qui sont dans le top du méta, de voir comment ça fonctionne. Fait que non, ça n'a pas été facile, là, mais j'ai pas, à part la partie contre toi, Yann, où là, ça a été plus difficile un peu, où je me suis fait plus démolir parce que on en reparlera, là, mais notamment, les objectifs sont peut-être pas tombés là où il fallait qu'ils tombent. Mais sinon, ça a été des parties serrées. Fait que j'ai vraiment aimé. J'avais un commentaire peut-être plus sur le sportsmanship, finalement, parce que, moi, c'est un aspect qui m'angoisse un peu. J'ai un petit peu de gêne, d'anxiété sociale, des fois, puis d'être évalué sur les joueurs. Mais en même temps, quand je revenais de Trois-Rivières avec Yann, j'en parlais, puis je pense que c'est vraiment positif d'avoir des points sur le sportsmanship. On a fait partie d'une autre communauté. J'ai joué à un jeu de cartes assez populaire qu'on n'aimera pas. Et la communauté, même j'ai rencontré là des gens vraiment sympathiques. J'ai eu beaucoup d'adversaires désagréables. Des gens qui te parlent pas, des gens qui sont frustrés parce que toi, ça fonctionne bien ton combo, puis lui, pige pas les cartes qu'il a besoin. Ça fait des parties un peu, que tu gagnes, tu perds, ça devient un peu amer à la fin. Là, c'était plate finalement. J'ai perdu 1 heure à jouer contre quelqu'un qui était pas sympathique. J'ai pas eu ça dans aucune de mes parties. C'est pas le commentaire que j'ai entendu de personne au souper ou au dîner. Les gens sont sympathiques dans la communauté Age of Sigmar.
Puis je pense que les prix de sportsmanship, ou du moins le fait qu'il y ait une notation sur sportsmanship, aide un peu. Des joueurs comme moi sont peut-être un petit peu moins extravertis, qui parlent un peu moins, puis qui ont tendance, je deviens assez concentré sur la partie. Ben, c'est un petit reminder de dire, hey, t'es là pour avoir du fun. Là. Parle un peu avec ton adversaire, jase un peu, tu sais. Sois là pour que ce soit sympathique. Puis je pense qu'il y a plein de joueurs qui, comme moi, ont fait un effort pour parler un petit peu plus. Puis finalement, ça fait qu'on a tous eu plus de plaisir à jouer. J'ai eu un adversaire, notamment, contre qui ça a vraiment bien roulé. Puis, je voyais qu'il était un peu déçu parce que lui, ça fonctionnait pas. Puis j'ai roulé des jets qui étaient un peu impossibles. Là, puis j'ai un peu passé dessus pendant les 2 premiers tours. Mais tu gardes le sourire, puis tu sais qu'il y a des points là-dessus. Tu te forces peut-être un peu à garder le sourire, mais ça fait que finalement, l'expérience est plus agréable pour tout le monde. Fait que oui, tu avais un commentaire, Alex? Ouais, ben, tu sais, j'adore en fait ce que tu viens de dire, Vincent, parce que je trouve que c'est l'essentiel. Puis au-delà du jeu, tu sais, les 50 joueurs plus les organisateurs qui étaient là, oui, on est des fans du jeu, mais c'est aussi une gang de chums. Tu sais, il y a du monde de Montréal, de Québec, vous maintenant de Sherbrooke. Tu sais, je pense que c'est votre premier vrai tournoi dans notre communauté au niveau du Québec qui se développe depuis plusieurs années. On a des amitiés qui datent de plusieurs années, là. Donc, et je veux dire, nous, c'est quasiment une coutume. Ben, tu joues contre quelqu'un, tu lui payes une bière après, puis tu jases. Puis plus vous allez connaître ces gens-là, c'est les mêmes personnes qui vont venir dans les différents tournois, puis vous lancez des défis. Puis j'ai un T-shirt Cobra Pourpre, c'est un groupe de Montréal, du coin de Montréal. Il y a aussi les Bourrins Pingouins du coin de Québec. Il y a une rivalité entre les deux groupes. Puis même dans les journées précédentes du tournoi sur Facebook, ça se lançait des défis, puis ces choses-là. Puis ça, c'est un peu l'esprit de corps que je veux créer avec ces tournois-là. Puis je pense que ça marche beaucoup. Il y a des gens qui ne se voient pas très souvent, mais qui, durant cette fin de semaine-là, ben, gars, on prend une bière ensemble, on va au resto. Puis... Donc, ça, je pense que c'est une partie intégrante du hobby. Oui. D'ailleurs, je pense que cette observation-là sur la communauté AOS est assez universelle. Je regarde dans les groupes Facebook dont je fais partie, on lit régulièrement des commentaires à l'effet qu'il y a plusieurs joueurs qui jouent à AOS et à 40K. Oui. Et on lit souvent que la communauté AOS, comparativement à 40K, mais comparativement à d'autres jeux comme Vincent parlait, que la communauté AOS est beaucoup plus sympathique, beaucoup moins toxique, si on veut. Donc vraiment, puis il paraît que dans les tournois, même les gros tournois aux États-Unis où tu as à la fois du Age of Sigmar et du 40K, l'ambiance dans les 2 salles est très différente. Là. Puis je peux même comparer, en fait, je suis régulier. Cette année, en fait, ce qui a rendu possible le tournoi au mois d'août, c'est le fait qu'il y a un autre tournoi à Ottawa, le Capital City Bloodbath, qui est un événement, une vingtaine de joueurs du Québec assistent à chaque année, n'a pas eu lieu cette année, donc on a comme profité de l'ouverture pour le faire là. C'est un tournoi qui a une quarantaine de joueurs d'AOS, une centaine de joueurs de 40K, et à chaque année, je peux vous dire, c'est dans la même immense salle, c'est dans un genre de salle de congrès immense. Je peux vous dire que le mood en tant que tel, ou du moins l'ambiance, l'atmosphère du côté 40K et OS, c'est pas du tout la même chose. C'est beaucoup plus convivial à Age of Sigmar qu'à 40 000. Ça, c'est un point positif. Si je viens un peu plus sur mon expérience personnelle sur la liste, moi j'avais une liste Legion of Grief que je suis habitué de piloter. Je l'ai joué souvent contre Yann. Je connaissais les limites de la liste avant d'y aller. J'ai peut-être plus réalisé en tournoi. Quand on va en tournoi, ça c'est peut-être un conseil à des gens qui se lanceraient dans du tournoi pour la première fois. Il y a 2h30 pour jouer les 5 tours. Ben, une liste comme Legion of Grief, je savais qu'en 2h30, c'était difficile en fait, c'était impossible de jouer mes 5 tours parce qu'il y a trop de modèles à déplacer. Même si je faisais pas de slow play, aucun de mes adversaires s'est plein. Ben, juste faire les pile-in avec les 30 Reaper, après ça, les pile-in avec les 40 Harridan. Ça fait que je jouais souvent un 3 tours, puis c'était pas l'avantage de ma liste, qui au contraire bénéficie du 4e, 5e tour, parce que là, je ramène des unités, puis l'adversaire finit par s'essouffler. Fait que je savais que ça allait être une limite. Mais c'est ça, la prochaine fois que je vais partir en tournoi, peut-être amener une liste avec un petit peu moins de modèles, une liste qui permet plus facilement de jouer les 5 tours là, en 2h30. J'ai aimé, on parlait de ton système de scoring. Ben, il y a des parties que j'aurais peut-être gagné, que j'aurais peut-être perdu si ça avait été juste les objectifs. Le scoring aurait été différent, mais ce qui est important, je trouve, c'est que, comme tu l'as mentionné dans l'entrevue qu'on avait fait plus tôt avec toi, c'est que les joueurs sachent à l'avance c'est quoi le scoring, comment ça va être fait. Et là, on sait que c'est en 2h30 que les parties se jouent, ça va être ça le scoring. Ben, on prépare notre liste en fonction. Puis si on sait que notre liste n'est pas optimale pour ça, ben, il n'y a pas de frustration. On sait que c'est ça les règles pour ce tournoi-là. Puis on y va.
Fait que ça a été une super belle expérience. C'est sûr que je suis en train déjà de peindre la prochaine liste. C'est sûr que je vais modifier mon approche pour le prochain tournoi. Et c'est ça le but, Vincent, en fait. Là, je veux dire, quand tu quittes un tournoi comme ça, puis c'est un signe de réussite, je pense, c'est que si justement tu penses au prochain. Oui. Et là, tu dis, OK, là, maintenant, j'ai expérimenté et le système de scoring, c'est le mien. Donc, tous les tournois que je vais faire, oui, je vais peut-être le peaufiner un peu, mais la base, l'idée va rester là. Donc, maintenant que tu sais à quoi t'attendre, tu peux déjà planifier ta prochaine liste, ta prochaine armée en conséquence. OK, ben maintenant, OK, peut-être trop de modèles, c'est peut-être un peu à mon détriment. Ben, j'allais avec une armée qui est peut-être plus élite, peut-être moins de modèles, mais je vais pouvoir jouer mes 4-5 tours pour aller chercher le maximum de points. Donc, c'est une très belle observation aussi. Ouais, puis je terminerai juste avec la peinture. J'ai vu des displays, des armées qui étaient superbes au tournoi. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup peindre. En fait, je passe plus de temps à peindre qu'à jouer dans une semaine. Puis là, je me suis installé. J'ai dit, OK, comment est-ce qu'on peut monter le niveau de peinture? Je ne suis pas un très bon peintre, mais je me suis dit, OK, là, je vais aller chercher des techniques de plus. Je vais aller monter un peu le niveau. C'est inspirant. Ça fait partie de ce que tu disais. Si tu quittes le tournoi en me disant, hey, je vais essayer de faire mieux, ça me donne envie de peindre davantage. Ça me donne envie de m'améliorer comme joueur, peu importe. C'est tout à fait une réussite, c'est certain. Si tu permets, Vincent, en fait, pour la peinture, il y a aussi que là, l'armée que tu jouais, c'est une armée de horde. Il est évident que tu ne vas pas mettre le même temps, le même niveau de détail sur quand tu es en train de prendre 40 Aridin, puis 30 Reapers, puis je ne sais pas combien de Chain Rasp, puis tout ça, qu'à un moment donné, c'est sûr que l'avantage d'une armée plus élite aussi, c'est que tu peux mettre plus de temps sur chaque figurine, utiliser des techniques de peinture qui sont plus longues à appliquer. Il y a ça aussi peut-être dans ton choix de ta prochaine armée que tu vas préparer pour le Grand Clash 2021. Oui, ben c'est clair, on en parle ensemble, puis là, tu le sais, je pense que je passe plus de temps à considérer l'aspect esthétique de l'armée que l'aspect jouabilité. J'essaie de concilier les deux, mais c'est clair qu'en arrière-plan, il y a est-ce que ça va être beau sur la table, est-ce que je suis capable de mettre des effets intéressants qui vont faire un petit effet wow, là, mais que je la déploie. Fait que ça fait le tour pour moi de mon expérience, une expérience somme toute très positive. Alors, peut-être toi, Yann, ton expérience? Oui, ben écoute, je partage vraiment ton avis, ce que tu as dit au niveau de la qualité des armées. Vraiment, les armées, on a vu des armées d'une beauté exceptionnelle. Il y a vraiment des artistes de haut niveau là, qui ont participé au tournoi. Alex en a parlé tantôt, mais les Bones Reapers aussi de Jocelyn étaient vraiment là. Tu parlais de petits facteurs wow. Il y a vraiment son choix la qualité de peinture était excellente, mais son choix de couleur fait en sorte que son armée avait un charisme, une aura vraiment particulière. C'est d'ailleurs sur la vidéo montage que j'ai fait des différents displays, c'est d'ailleurs son armée, son catacross que j'ai choisi comme poster boy, comme tête d'affiche. Donc les gens peuvent aller voir le vidéo. Même chose, je partage ton avis aussi sur l'esprit sportif, tout ça. Pour ce qui est un petit peu de mon parcours, ben moi j'avais une armée élite, hein, donc ça a été dans presque toutes mes parties, j'ai réussi à jouer. Même Alex aime bien taquiner Cédric Delors et ses hordes de Skaven qui arrivent rarement à jouer plus que 2 tours en tournoi. On en a joué minimum 3. Je pense qu'on a joué, le mémoire me joue peut-être 2 tours, mais je pense qu'on a complété 4 battle rounds. Fait que ça montre à quel point mon armée se joue vite. J'avais 3 Stonehorn puis 3 unités de 4 Mournfang Pack. Donc, j'avais 6 unités en tout, 15 modèles. Ça allait vite. C'est une armée, par contre, qui fait évidemment que c'est un peu tout ou rien. Je pense que mes parties ont fini au 16-4 ou 18-2, dans un sens comme dans l'autre, mes victoires comme mes défaites. Donc, il y a du 11-9, du 12-8, j'en fais pas avec cette liste-là. Ça passe ou ça casse. Là. Mais c'est ça, j'ai trouvé tous les adversaires agréables. Puis tantôt, Alex, tu disais que j'ai peut-être exploité une faille, si on veut, de ton système de scoring. En fait, c'est que je me suis un peu faufilé. J'ai perdu la première partie. Donc, en deuxième partie, j'ai joué contre un adversaire qui avait aussi perdu sa première partie. Donc, je la gagne. J'ai gagné ma deuxième partie, qui est donc la troisième, pardon, de la journée. Donc, contre Vincent, on était un peu chanceux d'ailleurs. C'était Star Strike. Puis les 3 objectifs sont tombés exactement là où j'avais besoin qu'ils tombent. Donc, Vincent s'est fait un peu couper toute chance presque de gagner dès le tour 3. Là. Ensuite, c'est ça, j'ai perdu ma 4e partie, justement, contre Cédric Delors puis Skaven. Puis pour la petite anecdote, je peux peut-être le raconter. Moi, la cloche, les Skaven ont une grosse cloche sur un genre de chariot, je ne sais pas trop. Puis,
ça, il roule 2D, puis l'effet est aléatoire là, dans la phase de héros. Moi, je ne connaissais pas la table, je n'avais jamais vraiment regardé la table d'effet de cette cloche-là. Je savais que ça pouvait être désagréable, un rayon autour et tout ça. Fait que, tour 2, phase de héros, il gagne le tour, il lance ses dés. Double 6. OK, qu'est-ce que ça fait? Il dit, j'invoque un Vermin Lord. Okay. Fait que là, il invoque un Vermin Lord Deceiver. Il est encore dans sa phase de héros. Il dit, je peux lancer un sort qui lui permet de se téléporter à 6 pouces de toi. Ah, OK. C'était le scénario où on a, je ne me souviens plus du nom, on a un objectif dans chacune. On se déploie en fait dans le sens de la longueur de la table plutôt que dans le sens de la largeur. Battle for the Pass. Battle for the Pass. Donc, il y a un objectif dans chacune de nos zones, puis 2 objectifs en zone centrale. On est au tour 2. Moi, évidemment, tour 1, j'avais avancé. J'avais été pour prendre les 2 objectifs du milieu. J'avais laissé 4 Mournfang pour garder mon objectif. Il y en a un qui était mort parce qu'il m'avait fait des mortels avec notamment le Vortex et tout ça. Fait qu'il téléporte son Vermin Lord à 6 pouces de mon unité. Il la charge. Il réussit sa charge. Il roule ses attaques. Il fait 15 dommages avec son Vermin Lord. Il tue mon unité au complet. C'était vraiment épique, mais c'est le genre de truc qui est le fun. J'ai été content que ça lui arrive. Tu sais, quand il a roulé son double 6, il était content. Il disait, c'est la première fois que je roule ça en tournoi. Ça rejoint un peu aussi l'aspect esprit sportif que Vincent soulignait. Tu sais, quand il arrive des trucs épiques, on est content pour notre adversaire, c'est beau à voir. J'ai pu voir le Vermin Lord dans sa pleine puissance, tout ça. Bon, ça a fait qu'il a gagné 16-4 finalement parce que j'ai eu un peu de difficulté à me relever du sac du corps arrière que j'ai subi. Et, voilà. Donc ça, c'était une partie intéressante. Mais finalement, après 4 parties, j'étais 2-2. Moi, je m'amusais. J'ai joué mes 2 autres parties pour m'amuser. J'avais absolument aucune idée que j'avais une quelconque chance de gagner un prix ou quoi que ce soit. J'étais 2-2 après 4 parties. Puis le hasard a fait que j'ai joué contre, pas le hasard, mais les classements ont fait que j'ai joué après ça contre les Night Hunt de Patrick East qui a remporté le Best Det. Puis, en fait, les Night Hunt, c'est une armée que je suis extrêmement habitué d'affronter parce que Vincent les joue. Fait que, ça a été une victoire qui s'est révélée. Patrick joue super bien son armée. C'est une armée super mobile, mais j'ai eu la possibilité de gagner cette partie-là, d'aller chercher beaucoup de points. Puis j'ai fini contre des Stormcast, 6e partie contre des Stormcast, qui eux aussi étaient une liste que j'ai régulièrement affrontée parce que Vincent joue Stormcast. J'ai eu la chance finalement de finir les 2 parties contre des armées que je connaissais, que je savais comment battre. Puis j'ai joué peut-être un peu de chance aussi. Là. Je pense que l'armée de Stormcast, c'était vraiment. Je pense que c'était David Bellumeur qui l'a joué. Un autre Cobra pourpre, soit dit en passant. Il y avait vraiment une armée super tanky. Il y avait plusieurs unités, puis le Star Drake à 2+ de save relance les 1. Sauf qu'il n'avait jamais joué contre le bataillon Earlbald. Fait que je pense qu'il s'est fait surprendre un peu par la quantité de mortels que je génère. Avec un Stonehorn puis 4 Mournfang, j'ai tué en 2 battle rounds son Star Drake qui avait 2+, relance les 1. J'ai tué ses Fulminators qui avaient une à 2+, avec mon Frostlord. Ça a été, là, c'est un train qui lui est passé dessus, malheureusement, là, pour lui. Mais c'est ça, c'est vraiment la force de mon armée aussi. On est vraiment dans un méta, parce qu'on va tourner peut-être bientôt vers le méta. On est vraiment dans un méta où il faut être capable de générer des mortels. Ouais, puis juste avant, justement, qu'on tombe dans le méta, on parlait de faille. Justement, nous, c'est ce qu'on appelle dans le groupe, on fait le sous-marin. J'ai fait le sous-marin. Tu as fait le sous-marin. Donc, on commence avec une défaite ou une victoire moins élevée. Parce que dans un tournoi comme le Grand Clash, je peux dire honnêtement qu'il y a toute une dizaine de joueurs qui allaient là vraiment pour gagner. Leur objectif, c'était de gagner. Mais les 40 autres sont là pour s'amuser, pour avoir leur liste peinte. Et souvent, les joueurs qui vont pour gagner, ils vont avec une liste qui est une liste pour gagner. Et souvent, c'est des listes à 20-0. Donc, si on fait trop de points, tantôt on parlait donc de Pierre-Louis, qui était un peu ton adversaire Beast Club. Adversaire dans le sens que vous étiez en compétition pour le prix Best Destruction et avec une liste pratiquement identique. Et lui, c'était l'inverse. Il a commencé très, très fort avec, je pense, 19 et 18 points. Et là, il a commencé à jouer contre des grosses listes et ça n'a pas arrêté. Donc, il a joué contre des grosses armées et donc, il a perdu 2 ou 3 matchs, mais des grosses 2 matchs. Bon, et des grosses défaites contre des listes, contre des Changeos, contre des Caradrons. Donc, ça a été un peu difficile. Alors que toi, justement, comme tu dis, j'ai eu des parties, j'ai commencé avec une défaite, puis là, je remonte.
Et donc, tu as pu naviguer à travers, pour éviter, en fait, les grosses listes la plupart des temps. Exactement. Je me suis tenu en milieu de peloton pendant les 4 premiers matchs. Puis, c'est les 2 derniers matchs, un peu comme si j'avais fait un sprint final. J'ai été chercher, je pense, 32 ou 34 points sur mes 80 points vraiment à la fin. Par contre, j'ai fini deuxième à l'overall, mais sur les points vraiment de bataille, donc pour le Best General, j'ai fini 6e. J'étais quand même plus bas. Mais c'est ça. Moi, en fait, mon Némésis, je l'ai frappé à la première partie. J'ai joué contre Vincent Amiotte, qui avait des erreurs. Mais la sous-allégeance, dans le fond, qui fait en sorte que les attaques qui ciblent ces unités font moins 1 de dégâts. Fait que là, je me souviens, il m'a expliqué sa liste au début, puis j'ai fait rapidement des calculs mentaux, puis je me suis dit, ben, je ne peux pas battre cette liste-là. Parce que mes ogres qui ont des attaques à 2 de dommages tombent à 1. Mes attaques à 3 de dommages sur mes Stonehorn font 2, mais les 3 ont 2 chances sur 3 de faire 1 de dommage. Je ne voyais pas comment, même si je génère des mortels. Écoute, mon Frostlord a chargé son Stégadon. J'ai fait quelques Mortal Wounds avec le Impact Hit et avec le Metal Cruncher, mais après ça, les attaques du Frostlord, il n'y en a aucune qui ont passé sur son Stégadon. Fait que ça fait un petit peu... c'est ça. Ça a été l'histoire de ma partie, finalement. Fait qu'il m'a démoli tour 1, là. Pas tour 1, mais cette première partie-là. Vraiment, mais effectivement, j'ai pu faire un peu le swap. Je pense que quand on va en tournoi aussi, ce que ça m'a appris, on le savait déjà, mais là, j'ai eu l'expérience concrète. Il faut accepter qu'il y a une grosse portion de chance, de hasard dans les dés que tu vas rouler. Il y a des match-ups, des parties à mener où l'adversaire va louper tous les doubles tours possibles, puis ça ne roulera juste pas pour toi. Il y a une chance aussi dans les match-ups que tu vas avoir. Tu vas avoir des armées, tu fais comme « Ah, ça, c'est parfait pour mon armée, je vais te passer ça, ça va être facile. » Puis l'autre match-up que tu vas te faire, ben là, j'ai pas tombé sur le bon match-up, ça va me faire mal. Puis il y a les pairings en général. Tu peux être plus ou moins chanceux, comment ça va se passer. Tu vois, Yann, on disait, ben, tu as eu tes défaites au début, ce qui t'a permis de te tenir plus en milieu de peloton puis pas affronter les listes qui ont gagné dans le top 5. Mais ça aussi, ça fait partie un peu du hasard. Je pense qu'il faut accepter ça. C'est pour ça qu'il faut aller là d'abord pour se dire, on va avoir du fun. Et après ça, ben, tant mieux si ça va bien puis je finis dans le top 10 ou le top 5. Mais il faut accepter qu'il y a une grosse partie de hasard, somme toute, dans un tournoi. Ni toi ni moi, en fait, on s'attendait à gagner. On savait qu'on avait des listes qui avaient des match-ups favorables, mais plusieurs match-ups très défavorables. Donc, c'était une surprise. Puis d'ailleurs, Alex, quand tu m'as, les personnes en liste pour le prix Best Overall, tu as appelé les personnes, puis quand tu m'as appelé, tu as dit Yann. Là, moi, j'étais assis à côté de Yann Miller. Je regarde Yann Miller, puis il dit non, il n'y a pas d'autre Yann, là, c'est toi qui appelles en avant, tu sais. Je comprenais. Puis j'avais déjà reçu Best Destruction, fait que je savais que je gagnais ni Best General, ni Best Overall, mais je me disais, bon, je dois être 5e dans l'overall, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, là, je dois avoir des points de sportsmanship ou je ne sais pas quoi, tu sais, fait que je m'en vais en avant. C'est juste après que Marc-André, je ne sais plus si c'est Marc-André ou toi, qui me dit ben, c'est parce que tu étais 2e overall. Ça, je l'ai testé. Moi, j'ai vraiment joué mon tournoi en pensant que je finirais en milieu de peloton, tu sais, puis je m'amusais. Ouais. Ben, c'est ce qui va, tu sais, quand je disais le sportsmanship, ce qu'on appelle le soft scoring, c'est sportsmanship, la peinture. Si on part avec ça, à la base, ben, on a des chances parce qu'on élimine tous ceux qui sont non peints. Oui, ben d'ailleurs, tu sais, Loïc, puis c'est pas négatif ce que je dis, mais Loïc, il joue les Caradrons, il les joue très bien. Je l'ai affronté dans un autre tournoi. C'est un très bon joueur. Puis il a fini 2e avec le même nombre de points que pour les batailles, là, avec le même nombre de points que Lou. Mais je pense qu'il a perdu contre Lou, donc c'est ce qui fait qu'il a... Non, mais en fait, c'est même pas ça. En fait, le tiebreaker, si on veut, c'est vraiment le score overall. Fait entre Lou et plus que Lou était tout peint, bon, il y a eu... C'est ça, mais Loïc, lui, il n'était pas peint. Fait que, en partant, quand tu regardes son classement overall, tout d'un coup, là, il descend, ça l'a pénalisé énormément, finalement. Oui, exact. Puis, tu sais, et encore une fois, c'est pour encourager l'esprit de camaraderie, c'est pour encourager la peinture, le hobby. Donc, c'est pour ça que quand vous ferez éventuellement les autres tournois, gardez ça en tête pour avoir une armée ben, qui est la plus mieux peinte possible et avoir une attitude positive. Parce que je vais encore une fois, non, cette fois-ci, je vais donner un petit break à Pierre-Luc, mais je pense à des joueurs qui décident, eux autres, ben moi, là, ça fait
2 mois avant le tournoi, puis je veux la liste la plus dégueulasse, la plus forte, ben, si tu arrives là avec un état d'esprit que tu vas absolument gagner, et je l'ai vu, là, des joueurs qui venaient pour gagner et qui ont un match-up défavorable, qui ont perdu leur première game, et leur tournoi s'est effondré, là. Ils n'étaient pas capables de passer à un mode, ben, je vais avoir du plaisir. Et je sais que dans ma gang à Trois-Rivières, ça va être je vais faire un petit peu rire de moi, mais quand tu vas à un tournoi comme ça, il faut que tu joues pour le plaisir. C'est clair. Il faut que tu ailles pour le plaisir parce que, comme Vincent a dit, il y a tellement de variables qui entrent en jeu, les scénarios, les match-ups, les si. Si tu t'attends là, puis hey, moi, là, je me mets de la pression pour gagner, plus souvent qu'autrement, tu vas être déçu, tu vas être frustré. Et je trouve que ça enlève beaucoup l'esprit du tournoi, l'esprit de camaraderie qui se développe là. Puis, passer une fin de semaine ensemble, une 50aine de personnes qui partagent une passion, on va prendre une bière après ça ensemble. On devrait passer la fin de semaine ensemble, toute la gang. Là. Et ça, c'est ce qui me fait triper. Souvent, Yann ou Vincent, vous me disiez hors caméra, à un moment donné, ben, ça te fait pas de quoi de pas jouer dans ton tournoi? Ben, oui et non, c'est sûr que j'aime jouer, mais ce que j'ai vu en fin de semaine, pendant que vous autres, vous jouiez, les blagues qui se faisaient, les challenges qui se faisaient, puis moi, j'ai participé à tout ça, puis je dis, eux autres, ces 50 personnes-là, ils vivent leur trip en fin de semaine, ils vivent leur passion, puis c'est en partie à cause de moi. Fait que moi, je vais chercher cette gratification-là aussi. Là. Tout à fait. Juste une petite note, on a parlé beaucoup, l'overall, l'esprit sportif, la peinture, que tout ça, il y a un tout. J'ai quand même mentionné, moi, je trouve ça intéressant comme un prix pour Best General. Ouais. Le joueur qui va là, qui est un peu réservé, il sait que sportsmanship, c'est pas lui qui va se gagner le plus haut. Il est fair play, c'est un bon joueur, mais c'est pas celui qui va faire le plus de blagues ou qui va être le plus enthousiaste. C'est peut-être pas celui non plus qui est le meilleur peintre ou ça l'intéresse peut-être pas, il n'a peut-être pas les moyens de faire peindre. Puis qui va là juste en disant, mais moi j'essaie de jouer mon armée le mieux possible. C'est le fun aussi qu'il y ait un prix pour cette personne-là qui c'est la personne qui en est la liste la plus solide puis qui l'a mieux joué. Exact. Ça fait partie des prix qu'on récompense. Je trouve ça intéressant. Vraiment, ça reste un jeu de wargaming, ça reste un jeu de stratégie militaire. Il faut à quelque part récompenser aussi celui qui est le meilleur stratège, le meilleur. Tout à fait. D'ailleurs, puis peut-être pour conclure la partie retour sur le tournoi, un autre petit Vincent t'a donné des conseils pour les personnes qui vont aller en tournoi. Un autre petit conseil aussi, ce serait, si possible, de jouer une liste qu'on maîtrise vraiment, une liste qui va nous amener à faire très peu d'oublis ou d'erreurs. Ouais. Dans un tournoi, on entend souvent des gens dire « Hey, écoute, ça fait 3 parties que j'oublie de jouer telle habilité de mon armée ou telle… » Alors ça, c'est extrêmement punitif quand on ne peut pas tirer 100% de notre armée. Je pense qu'on est mieux d'aller avec une liste un peu moins forte, un peu top méta, mais de laquelle on va pouvoir tirer 100% des capacités, qu'on va la jouer vraiment très bien, plutôt que d'essayer de jouer une liste qui est top méta, qu'on a trouvée sur Internet, mais qu'on n'arrivera pas à bien maîtriser, à bien piloter, on va faire des oublis. 6 parties en 2 jours, c'est vraiment exigeant cognitivement. Je sais qu'il y a plusieurs joueurs qui étaient très fatigués là, à la fin de la 6e partie, ou des fois, moi, c'est le matin. Je ne suis pas un gars, un peu comme Vincent, je ne suis pas un gars très matinal. Donc, ma partie 4 le dimanche matin contre Cédric Delors, puis Siskaven, j'ai fait un nombre de distractions, d'erreurs de distraction un peu désolant. Là. Je pense que 5 ou 6 fois, Cédric, qui lui était beaucoup plus réveillé que moi, m'a repris, m'a dit « Yann, t'es sûr que c'est ça? » Tout ça. Puis autant des erreurs ou des oublis qui auraient été en sa faveur qu'en ma faveur. Il devait être vraiment, pauvre lui, là. Il était un peu découragé de moi cette partie-là. Heureusement, il a gagné. Mais voilà. Ouais. Fait que jouer une liste qu'on maîtrise, c'est vraiment important. Plus Très bon point. Une liste trouvée sur Internet. Une liste qui ressemble à notre style de jeu aussi. Et moi, j'ai toujours été un joueur très agressif, que ce soit au petit jeu de cartes, à Magic pour ne pas le nommer. J'aimais les Red Deck Win. J'ai toujours été un joueur qui joue un style très agressif, donc je joue des ogres. Fait que je construis des listes agressives parce que si je joue une liste plus contrôle, lent, tout ça, je vais faire des erreurs. Je ne la maîtriserai pas aussi facilement. Je vais avoir du plaisir à la jouer, mais je n'irai pas avec ça. J'en ai, mais je n'irai pas avec ça en tournoi. On serait rendu peut-être à discuter, pour terminer, du méta. Alex, toi qui as eu peut-être une vue d'ensemble là, en te promenant à travers les tables, en voyant les résultats, tout ça, qu'est-ce que tu as pensé du méta actuel? Ben, en fait, on est parti de là, puis comme tu l'as mentionné, on n'avait pas beaucoup de données
les dernières données probantes, en fait, dataient du mois de janvier, février, les derniers gros tournois à Games Workshop, en Australie aussi, CanCon qui avait eu lieu, et c'était du Changeos qui avait remporté mur à mur. Donc, c'est un peu les dernières données qu'on avait, mais là, entre-temps, bon, les Séraphons qui sont un hard counter pour les armées, justement, démoniaques, les Caradrons qui ont été très, très, très chanceux au niveau de leur mise à jour dans le General's Handbook. Donc, et moi, j'ai entendu à Trois-Rivières, encore une fois, par des gens comme Pierre Lecure, pour ne pas le nommer, à quel point Caradron s'est brisé, puis Séraphon, c'est trop fort, puis bon. Alors, ça a apparu au niveau du nombre de joueurs inscrits. Vite comme ça, il y avait 6 joueurs Caradron sur 50, et je fais un calcul extrêmement rapide au niveau des joueurs Séraphon. Il y en avait 1, 2, un 4, je pense, au moins, en fait. Ah, plus que ça, même. Un instant, je suis rendu 2. Tu as dit 6 Caradrons. Ouais. Il y avait probablement quelque chose comme 5 Séraphons. J'achève. 5 joueurs Séraphon. Donc, 11 joueurs sur 50 jouaient Séraphon et jouaient Caradron. 2 joueurs jouaient Changeos. Donc, ça, c'était les listes, je pense, que les gens attendaient le plus de pied ferme. Et dans les joueurs qui les jouaient, il y avait plusieurs des meilleurs joueurs au Québec qui jouaient ces listes-là aussi. Là. D'ailleurs, quand on regarde le classement final, juste pour les points de bataille, là, donc ouais. on exclut les points de sportsmanship et de peinture, il y a 2 Caradrons dans le top 5, en position 2 avec Loïc Gosselin-Dollard, puis en position 5 avec Francis Rousseau-Brochu. Puis on a un Tsinch en 3e position, le Tsinch d'Olivier Gandouet. Là. Ouais. On a quand même, ces armées-là ont vraiment réussi à bien se placer. Là. Mais ce qui est surprenant, et tous les joueurs Séraphon, sauf un, si je ne me trompe pas, jouaient avec Croac, qui est un auto-include pour 320 points, et on n'a pas de Séraphon dans le top 5. Non. En fait, on a-tu un dans le top 10? Je n'ai pas les scores de général listés ici, mais sur Best Score Pairing, on peut le trouver. Là, mais de mémoire, là, le premier Séraphon en Fred Overall, c'est GC, mais GC a eu 56 points de bataille. Et après, ça tombe. Là. Donc, il n'y a pas. Excuse-moi, Danick Gagné, c'est vrai, 75 points. Je l'avais oublié. Donc, Danick, qui a quand même 75 points de bataille, doit être environ dans le top 10. Mais effectivement, c'est pas la domination qu'on pouvait s'attendre. Mm-hmm. Oui, il y a eu 2 joueurs Caradron sur les 6. Et les 2 avaient des listes relativement similaires qui prennent le Vortex, qui prennent Barak Zelfin, qui prennent le bataillon Iron Sky Command. Donc, il y avait des builds similaires qui semblent se dessiner. Mais je m'attendais peut-être à une plus forte présence des Séraphons. Fireslayer, encore une fois, il y avait 2 joueurs Fireslayer. N'ont pas tiré leur épingle du jeu, mais je parlais entre autres avec Xavier Carpentier, qui était un qui les jouait. Et Xavier est un excellent joueur, et Xavier avait une liste très, très solide. Mais, encore une fois, quand on regarde au niveau de certains scénarios, il me l'avait dit, Total Commitment, pour lui, avoir aucune réserve, ça coupe l'utilité de ses Rune Smiter. Better Part of Valor, il joue une armée avec seulement 3x5 Auric Earthguard comme ligne. Donc là, ça vient rendre... oui, c'est sûr. Son armée, je pense que si on joue un scénario, entre guillemets, que je qualifie de base, donc il n'y a pas de restriction au niveau du jeu, comme exemple, bon, pas de réserve ou qui implique uniquement tel type d'unité marque. C'est une armée qui est extrêmement difficile à tasser parce que c'est très résilient, c'est très, très fort. Mais dans un tournoi de 6 parties, où est-ce que, avec la même ligne, et moi, c'est ce que j'aime, quand je crée mon scénario, mon player pack, je vais avoir 6 scénarios qui vont challenger les listes d'armées de 6 façons différentes. Et dans son cas, il le savait. Il est arrivé au tournoi, il me l'avait dit. Là, ce scénario-là, ces 2 scénarios-là, là, je vais avoir beaucoup de difficultés à les gagner. Et comme de fait, ça a été le pire, c'est qu'il a gagné 2 scénarios, mais des 11-9 ou des 12-8. Donc très, très serré. Non, mais Xavier, très bon joueur encore une fois, mais qui n'a pas réussi à amener sa liste dans le top 5 à ce niveau-là.
Puis Vincent, on a vu que ça a été très difficile pour la dette, mis à part les Bones Reapers de Jocelyn, qui a fini, je pense, 3 ou 4e pour les points de bataille, à 3 points, je pense, de la première place. Après ça, ça tombe à Patrick Yves, toi, avec Night Hunt, Legion of Grief, où vous avez fini 25-26, je ne sais plus, dans ces eaux-là. Donc, en milieu de peloton, les autres dettes ont fini beaucoup plus bas. Qu'est-ce que tu en retires? Ben, c'est pas une surprise, là. Je pense que quand on regarde les gens qui font des rankings en tiers, ben, la dette, autant les Legion of Nagash, on a déjà dominé, autant ils ont manqué d'amour dernièrement, là. Les unités qu'on avait, puis ça montre en fait à quel point le méta a évolué. Les unités qu'on avait cognaient très très fort. Aujourd'hui, sont des unités qui sont moyennes dans le méta. Et oui, Alex. Mais en fait, 2 observations par rapport à ce que tu viens de dire. Un, il faut dire aussi que dans les 4 grandes alliances, Death était celle qui était de loin la moins représentée, avec seulement 5 joueurs sur 50. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Et je compare, par exemple, au Grand Clash 2019, l'an dernier. Je compare aussi au Capital City Bloodbath 2019, qui était à pareille date l'an dernier. En fait, ça a arrêté cette semaine. Et ne serait-ce qu'un an, les 2 grosses armées top méta qui étaient les grands méchants loups du jeu, c'était Slaanesh et c'était Flash Eater Courts. Et un an plus tard, 0 Slaanesh, 0 Flash Eater Courts. Donc, l'an dernier au Grand Clash, les 2 premières places étaient Anthony Brousseau, qui n'a pas pu participer cette année, et Kevin Lemieux, qui joue avec ses cornes. Ces 2 joueurs-là étaient 2 joueurs Flash Eater Courts l'an passé. Donc, première, deuxième place, 2 Flash Eater Courts. Cette année, on en voit 0. Puis je pense qu'il y en avait 5 ou 6 l'an dernier des Flash Eater Courts. Donc, est-ce que l'an prochain, on va voir le nombre de joueurs Séraphon, de joueurs Caradron baisser drastiquement parce qu'il va y avoir des mises à jour d'ici un an? On verra bien. Mais ça montre à quel point le méta peut changer quand même rapidement, là. En un an, la liste qui était top tiers, qui gagne le tournoi du Grand Clash, est une liste qu'on ne peut plus espérer, en tout cas amener en tournoi puis gagner le Best General avec. Là. À moins d'être vraiment chanceux. Fait qu'en un an, ça change beaucoup. Ça change très, très rapidement le méta. Vraiment. Mention spéciale à la destruction. Je pense qu'il y a 4 armées de destruction dans le top 12. Oui. 2 Ogre, donc Pierre-Louis et moi avec des listes entièrement Beastclaw Raiders, bataillon Earlbad, mais un Iron Jaw et un Big Wag. Donc 2 joueurs Oruk qui ont réussi à se glisser dans le top 10 aussi. Donc vraiment, la destruction continue à tenir son bout sans être top méta. Non, mais je pense qu'il y a des façons de les rendre intéressantes. Puis juste au niveau, par exemple, on parle de Beastclaw Raiders, c'est une armée, je pense qu'avec le nouveau handbook, on a fait un review, en fait, des factions Horde, mais une des choses, puis honnêtement, je ne sais pas si vous avez parlé dans votre review Destruction, mais une des armées qui bénéficie le plus du nouveau handbook, à mon sens, c'est les Beastclaw Raiders. Assurément. Parce que beaucoup de scénarios donnent des avantages pour les héros, pour les monstres et les battle lines. Ben, Beastclaw Raiders, même avec 15 modèles, ben, c'est pratiquement toute l'armée qui a bénéficié à chaque scénario. Oui, c'est ma liste puis celle de Pierre-Louis. On avait 4 unités de ligne. On avait 3 monstres, 2 héros qui sont des monstres. Donc, ça devient extrêmement difficile de nous déloger ou de. Il n'y a à peu près pas de scénarios qui nous désavantagent. Exact, tout à fait. On a des outils pour s'adapter à tous les scénarios, là, vraiment. Ouais. Et peut-être pour finir, la liste du Best General, donc Lou Bergeron avec les Cities of Sigmar et Halo Art, je pense. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette liste-là, Alex? L'as-tu vu à l'œuvre? Oui, tout à fait. En fait, vous pouvez la voir aussi à l'œuvre dans le stream de la boutique Hellfire. Oui. C'était la 3e partie streamée, donc c'est encore Jocelyn et ses Bone Reapers contre Lou et son armée Halo Art. C'est une armée qui est basée, là j'y vais de mémoire, mais je pense qu'il y avait un Night Incanter, le Luricanum, le Luminarch. Je pense qu'il y avait aussi un mage humain. Je pense qu'il y avait 4 ou 5 mages, le bataillon Whitefire Retinue de Halo Heart, donc qui donne des bonus de cast contre des blessures mortelles. Un mur de 30 gardes phoenix, une vingtaine d'archers Dark Elf, des Dark Shards, 2 unités de 10 longues bardes,
et quelques sorts persistants, entre autres, je pense qu'il y avait les Geminids, il y avait la comète Stormcast, donc il y avait quand même un potentiel de blessures mortelles qui était important. C'est une armée très, très défensive. Ouais, c'est ça. Donc, pas tant de mouvements, mais délogé. Il y avait aussi le Emerald Life Swarm, donc pour guérir les gardes Phoenix. Et puisque donc l'habilité de CT, ce que les sorts persistants sont toujours dans leur royaume de prédilection, ben, avoir un D6 blessure, D6 Phoenix Guard ramené à chaque tour, c'est très, très fort. Donc, c'est une armée qui était très défensive, mais qui était extrêmement difficile à déloger. Donc, pas de téléportation, pas de gros mouvements, mais beaucoup de blessures mortelles avec de la magie donc une unité qui englobe dans le fond le reste avec les gardes Phoenix qui encaissent pendant que les magiciens tirent leur magie, les arbatriers tirent avec leur crossbow. Donc, c'était une liste. Si on n'avait pas les moyens de déloger les héros, la journée pouvait être très longue. Et parce que je ne veux pas spoiler Jocelyn parce qu'il va vous en parler sûrement en long et en large de sa partie contre Lou, mais quand les héros ne tombent pas, c'est ça. C'est pas facile. Non, c'est ça. Excellent. Donc, est-ce que vous avez d'autres observations à faire en guise de conclusion? Ben, peut-être que je peux commencer en vous remerciant, vous autres, d'être venus. En passant, il y avait un côté, on a hâte de jouer, il y avait aussi un côté confiance dans toute cette situation-là. Puis, ça a été une expérience, je parle pour moi, là, en coulisses, si on veut, d'organisation qui n'a pas été évidente. De mars jusqu'à août, là, ça a été est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas, on le reporte, on ne le reporte pas, est-ce que je vais être capable d'arriver financièrement? Ben, j'ai eu des engagements financiers qui étaient faits pour avril, que là, avec moins de joueurs, est-ce que je peux encore les rencontrer, le restaurant? Donc, je pense que tout le monde, de l'organisation jusqu'aux joueurs en passant par l'hôtel, je pense que dans les circonstances actuelles au niveau de la pandémie, je pense que ça a été une expérience vraiment intéressante. Puis je pense que tout le monde est sorti de là content de son événement. Puis, donc, le prochain est prévu pour la mi-mars ou mi-avril. Je n'ai pas encore pris une décision. Mais donc, en 2021, en espérant que le tout soit correct au niveau sanitaire. Mais d'ailleurs, Alex, merci énormément pour l'organisation. Merci beaucoup à Marc-André Dalpé qui a été ton organisateur. Pour qu'il y ait une scène compétitive, une vie dans Age of Sigmar, ça prend des gens qui mettent de leur temps, comme tu le fais, comme Marc-André le fait. Vous avez mis des dizaines, sinon des centaines d'heures de préparation pour cet événement-là. Tout à fait bénévolement, tout à fait pour le plaisir de la chose, sans même participer vous-même comme joueur. Donc, écoute, merci énormément. Félicitations. Puis je vais juste prendre balle au bon. Écoute, tu mentionnes quelqu'un que moi-même, je ne sais pas comment j'ai pu l'oublier, mais Marc-André, qui est mon bras droit, là, a fait un travail de moine durant le tournoi pour comptabiliser tous les résultats de sportsmanship, de peinture, de bataille, pour avoir ça rapidement, pour avoir ça de façon précise, claire, pour vrai chapeau. Puis il m'a tellement supporté aussi dans toute l'aventure. Marc-André qui n'a pas le temps de faire son travail, de jouer beaucoup, mais qui vient quand même une fin de semaine là, avec nous pour. C'était vraiment un partenaire exceptionnel. Super, excellent. Fait que merci beaucoup d'avoir été avec nous, Alex. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Yes. Puis on se revoit bientôt sur la chaîne. J'ai bien hâte.